demande un conseil pour découvrir autrement le département de la Dordogne, je réponds toujours, sans hésiter, en naviguant sur l'un de ces cours d'eau. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Philippe, un enfant du pays, ancien champion d'Europe de canoë, que j'embarque pour une merveilleuse descente le long de la Vézère. L'occasion de revenir sur quelques belles rencontres, surprenantes et joyeuses, comme celle avec Nathalie, une jeune blogueuse toujours à la recherche de lieux étonnants à découvrir en famille. Puis, je vous emmènerai, le temps d'un détour, à la découverte du fleuve Charente, à bord d'une gabarre chargée d'histoire. On surnomme cette partie du Périgord la vallée de l'homme. Une façon de rappeler que depuis la préhistoire, les humains ont toujours cherché à vivre près des cours d'eau. Partir naviguer sur la rivière Vézère, c'est la promesse de belles aventures. Donne-moi un peu le programme alors ce matin, Philippe. Et on va embarquer au niveau du château de Los, puis on va descendre jusqu'à Saint-Léon en kayak. Ça fait partie de quoi, des belles descentes qu'on peut faire sur la Vézère, des belles portions? C'est une des descentes les plus riches de la vallée, ouais. Ah oui, carrément. Au niveau architecture, on a 3 châteaux, 2 écluses, un super trou de guetteur. C'est pas mal. Beau programme, quoi. Chacun son kayak. Hop. C'est toujours un petit peu physique, hein, quand même, tout ça. Ah, c'est encombrant. Hein. J'étais en train de me dire, il me manque quelque chose. C'est la pagaie, c'est à la mienne. C'est encombrant, ouais. Waouh. Hop. Oh. La première récompense, elle est là, hein, déjà. Quel point de vue. Puis alors, tout de suite, on est dans l'élément, quoi. Mais là, c'est des renoncules aquatiques. Magnifique. La même famille que les boutons d'or. Et là, on est sur une année où il y en a vraiment beaucoup. Et quand même, tout de suite, on bascule dans un autre monde, hein. Ça détend. Et alors, on n'a pas fait 10 mètres, et déjà, en face de nous, il y a quoi? Un château incroyable, c'est quoi ça? Le premier château, le château de Los. C'est le seul château qui se visite, que l'on va voir au cours de la descente. Les autres châteaux sont privés. Château de Los, de très beaux jardins, un ancien château de péage. Oh, c'est beau. On a envie, effectivement, un moment, juste de se taire et de regarder, hein, tellement Ouais, c'est... Parle-moi de cette rivière, la Vézère, elle est longue? Il y a 180 km de rivière. Elle se jette dans la Dordogne à Limeuil, à 50 km d'ici, et elle disparaît. Est-ce que tu es déjà allé à la source, sur le plateau de J'ai Millevaches? jamais eu l'occasion d'aller à Alors la moi, j'y suis allé, c'est extraordinaire. Dans les tourbières de Longéroux, et là, la Vézère, elle fait 1 mètre de large. Ouais. C'est toujours beau de s'imaginer qu'à la fin, ça finit dans l'océan, alors que c'est né dans une partie du Massif central. C'est ce qu'on appelle, je crois, des chevelus, non? C'est ça? Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qui caractérise la Vézère pour toi? Par rapport à la Dordogne, qui est l'autre grand cours d'eau. Oh, ben, c'est le côté sauvage et le côté riche à la fois. Tous les 2 kilomètres, tu as un site à voir. Tu as ou un château, ou une forteresse troglodyte, ou un trou de guetteur. Et donc, C'est quoi un trou de guetteur? tu as juste à ouvrir les yeux. Mais le trou de guetteur, il y en a un juste là. C'est ce qui permettait de faire remonter une information de 50 km en aval en 8 minutes. Avec un système de corps. Ça a été testé à 2 reprises et ça marche très très bien. C'est un système de veille et c'est dans le trou qui était... On met un gars dans le trou. Il y a 22 trous de guetteurs sur la vallée de la Vézère. Donc là, c'est extraordinaire. Les gars, ils peuvent se protéger, ils mettent tout à l'abri.
Et puis c'était les premières voies de communication rapide. Ça dit quand même le rapport intime qu'il y a entre les habitants de cette région et cette rivière et le cours d'eau. Ben, ça a toujours été un moyen de subsistance en fait, depuis la préhistoire. Hein. Les troupeaux de rennes venaient boire à la rivière, traverser. Donc il y avait du gibier, donc il y avait de l'eau, donc il y avait des poissons. De tout temps, ça a été habité, quoi. C'est certainement pour ça aussi qu'il y a une telle densité de sites au mètre carré. Hein. Et alors là, je ouvre les yeux, je vois en face de nous là, un belvédère au-dessus, c'est quoi? Ça, c'est le château de Belle-Queyre, Belle-Pierre en occitan. Donc il y a une terrasse de fou qui ressemble à une proue de bateau. Et en fait, c'est la continuité du trou de guetteur. On a évolué, on a voulu faire une tour de garde. On fait une tour de garde. Après, on n'a plus besoin des tours de garde. On en fait un château de villégiature. L'emplacement est magnifique. Mais moi, je ne l'ai jamais vu, ce château. Mais on ne le voit pas de la route, en fait. On le voit pratiquement que de la rivière. Ou alors, il faut connaître les petites routes. Et c'est pas souvent que les gens le voient de la route. C'est donc tout l'intérêt aussi de découvrir un coin comme le Périgord depuis l'eau. On a une autre vision réellement. On n'a pas d'accès routier, on n'a pas d'accès pédestre. Les berges sont hostiles, hein, puisqu'on a des grosses crues. Donc les berges, elles sont 3-4 mètres de haut. On le voit. Donc si tu n'es pas en canoë, tu ne peux pas accéder aux plages, tu ne peux pas accéder au site. Alors, et quand on est en bateau, hop, on touche le site. Là, si on veut, on débarque, on va dans le château. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis venu visiter le Périgord, pour mon travail, mais aussi très souvent pour le plaisir. Et à chaque fois, je suis surpris d'être encore surpris. Celle avec qui j'ai rendez-vous m'a justement fait la promesse de me montrer des lieux que je ne connais pas. Salut Nathalie. Salut Eric. Félicitations. Hein. Le lieu de rendez-vous, là, il est génial. Hein. Ici, on est à Saint-Léon-sur-Vézère. Wow. C'est classé parmi les plus beaux villages de France. Et c'est le village où j'habite. C'est un peu la carte postale, hein, quand même. Ouais. La vallée de la Vézère, enfin la rivière Vézère, Oui, plus là, exactement. en plus, Saint-Léon est vraiment situé dans un méandre. Il y a une boucle tout autour du village. Donc là, tu as l'église du XIIe siècle, l'église romane de Saint-Léon. Et puis alors, on a 3 châteaux aussi. Il y a le château de Clérance vers là-bas, il y a le manoir de la Salle. C'est vraiment un village super. Il y a des artisans, il y a des restaurants. On peut s'y balader, venir se baigner l'été. Depuis son installation dans le sud-ouest, Nathalie travaille pour le Guide du Périgord, l'un des premiers prescripteurs de tourisme sur Internet. Je comprends vite qu'elle aime par-dessus tout partager ses découvertes, ses bons plans. Le site qu'elle veut me faire découvrir est totalement dépaysant, inattendu, comme un voyage de 7000 km. Le lieu est quand même assez étonnant. Où est-ce qu'on se trouve ici, Nathalie? Alors ici, on est toujours en Périgord, on n'est pas au Népal, on est à Dakpo. C'est un centre d'études et de méditation bouddhique. Et c'est vraiment un lieu qui est magique et qui est assez extraordinaire. Je crois qu'il y a un séminaire, je vais aller regarder et je te propose d'aller te promener pour faire ta découverte du lieu par toi-même. Ah ouais, j'ai bien envie de découvrir. On se retrouve après. Ça marche. Bonjour. Bonjour. J'ose à peine vous déranger. Je suis Eric. Ah, bonjour, je suis Jean-Guy. Bonjour. Et alors, vous connaissez bien ce centre? Je connais bien le centre parce que j'y suis depuis 30 ans à peu près. Ah ouais. Et je suis un des responsables du centre et aussi enseignant ici. Donc je connais un peu, oui. Je vous vois devant ce qu'on appelle des moulins voilà. à prière, c'est ça? C'est quoi le principe, entre guillemets? Le principe du moulin à prière, c'est simple. C'est qu'en fait, à l'intérieur, vous avez des mantras pour le bienfait des êtres. Et quand on fait tourner ces moulins, en fait, on dit que l'énergie spirituelle du mantra positive rayonne partout dans le monde. Et donc, on participe, vous participez au bien des êtres. Depuis combien de temps existe cet endroit? Ça a commencé en 1975, donc ça fait plus de 40 ans maintenant. Et ce sont des bouddhistes qui sont arrivés ici à l'initiative d'un propriétaire qui a voulu donner de la terre aux bouddhistes pour établir quelque chose qui contribue à la paix dans le cœur
et sur la terre. Et maintenant, ici, c'est un centre d'études et de méditation où il y a entre 3 et 5 000 personnes qui viennent tous les ans pour rencontrer l'enseignement du Bouddha, pour méditer, pour approfondir leurs pratiques spirituelles, pour aller mieux aussi. Alors tu vois là, tout autour, c'était une vieille ferme il y a 40 ans. On l'a un petit peu restaurée pour pouvoir accueillir l'embryon de la communauté. Et maintenant, on se dirige vers le lieu un peu central de ce site, c'est le temple. Le lieu est franchement totalement surprenant. Et puis, il se dégage quelque chose. On sent que c'est un endroit respectable et qu'on doit respecter, hein, notamment avec cette statue. C'est Bouddha, c'est ça? Donc c'est le Bouddha historique, Shakyamuni, qui a vécu il y a 2500 ans, qui était un humain comme toi et moi, et qui un jour a décidé de tout quitter pour chercher une solution à tout le mal-être, toute la souffrance qu'on peut rencontrer dans notre vie au quotidien, en fait. On doit souvent te poser la question, le bouddhisme, est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une philosophie? Alors, c'est un peu plus qu'une philosophie. Il y a une philosophie bouddhique, hein. Il y a un essai, il y a une manière de comprendre le monde, de comprendre l'esprit, de comprendre les autres. Donc, il y a toute une théorie bouddhique de la connaissance. Mais c'est aussi un aspect religieux, puisqu'il y a des congrégations. Notre congrégation a été la première reconnue par l'État français et qui ne soit pas catholique en 1988. Et en fait, on pourrait dire plutôt que c'est un mode de vie qui cherche à obtenir le bonheur en faisant aussi le bienfait des autres. Alors, c'était intéressant. Oui, c'était très intéressant. D'ailleurs, je me posais une question, Jean-Guy. Qu'est-ce que c'est ces monuments, en fait? Pourquoi est-ce qu'on voit des gens qui tournent autour comme ça? C'est quoi Qu'est-ce que c'est leur but? Leur but, c'est en fait d'être comme des amplificateurs de souhaits. Et les gens tournent autour, font des souhaits pour le bien des êtres, pour leur propre bienfait aussi. On fait des souhaits pour que les choses aillent mieux dans la famille, avec les amis, dans le monde en général. Voilà, c'est à ça que ça sert. Nathalie me disait tout à l'heure que la Dordogne, c'était quand même un peu son paradis. Paradis, c'est un concept d'ailleurs qui est commun à pas mal de religions. Est-ce que c'est le cas pour le bouddhisme? En fait, dans le bouddhisme, le paradis, il est ici et maintenant, à partir du moment où c'est libéré de tout ce qui entrave notre nature profonde. Le paradis, c'est dans notre cœur. C'est pas un lieu, c'est soi, on doit le trouver chez soi. On le trouve chez soi. Tu mesures qu'on a du chemin à faire? Oui, beaucoup. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. Bon. Merci beaucoup, Jean-Guy. Cet endroit respire de bienveillance et c'est vraiment un moment exquis qu'on a passé ici, notamment grâce à toi. Merci du fond du cœur. Merci Eric, merci Nathalie, puis vous êtes donc les bienvenus pour revenir, pour de vrai. On reviendra. Ouais. Retour du côté de Saint-Léon-sur-Vézère pour découvrir le Conquille, un site fortifié troglodytique aussi sauvage que mystérieux. Donc là, je t'emmène sur de l'habitat troglodytique. Donc toute la déambulation qu'on est en train de faire, là, elle fait 500 mètres de long. Et après, on a le clou du spectacle tout au bout. Alors ici, on est sur le site du Conquille et plus spécifiquement sur un pigeonnier qui date du Moyen-Âge. Donc ici, on voit toutes les niches. En dessous, ce sont des trous de boulins dans lesquels on venait enchasser des charpentes. On voit qu'il y a une petite salle là au-dessus. Alors cette anfractuosité, elle existait déjà à l'état naturel, mais elle a été creusée justement pour pouvoir aménager ce columbarium. Mais alors, il date de quelle période? Alors ça date du Moyen-Âge. Hein. Wow. Ah, c'est quand même assez phénoménal. Je n'ai jamais vu un pigeonnier en pierre qui date du Moyen-Âge. Hein. Il est superbe. Là, on arrive dans les salles fortifiées. Donc là, c'est vraiment le cœur du site troglodytique. Allez, on pénètre. Ah, j'adore. On estime qu'il y avait à peu près 150 à 200 personnes qui pouvaient vivre là. Mais par contre, c'était un site plutôt refuge. C'était pas un endroit où on venait pour vivre toute l'année.
La Dordogne, c'est un bel endroit pour travailler, surtout pour toi qui t'intéresses au tourisme. Mais c'est aussi un sacré coin pour y vivre, non? Ah, c'est pour ça que je suis venue habiter là, justement, avec mes enfants, parce que j'avais envie de nous offrir une qualité de vie et moi, me donner la chance d'avoir un travail qui me permette de ne pas être que tout le temps dans un bureau, mais aussi de profiter de tout ça sur mon quotidien et puis pour y vivre, quoi. Tu sais, ce qui m'a frappé pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble, c'est que tu as le sourire, en fait, Oui, quasiment je te tout le jure. temps. Parce que je suis heureuse de vivre là, donc voilà, ça donne le sourire. Et en plus, tu as continué à me surprendre, hein, parce que c'est ça qui est incroyable ici, c'est la richesse. On croit tout diversité. connaître, en fait, non? Non, c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent et qui reviennent et qui finissent par habiter en Dordogne parce qu'on s'y sent bien. Voilà. Ah bah, tu m'as peut-être donné envie. Ah. Qui sait, je viendrai m'installer ici un Voilà, jour. quand tu veux, je t'aide à tout organiser. Merci, Nathalie. Merci à toi d'être venue. C'est une drôle de sensation, on passe carrément presque dans une grotte sous-marine. Il y a beaucoup de quiétude, hein, quand même, qui se dégage de ces endroits. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh ben, c'est encore un des endroits magiques de la Vézère, hein. Et là, on a vraiment la configuration de la rivière. Tu as des niveaux d'eau. En règle générale, l'hiver, l'eau, elle va jusqu'ici. Tu as une autre sorte de végétation. Et en haut, tu as des capillaires, appelés fougères de Montpellier. Et ça, il pleut toute l'année. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est un endroit magique. Toute l'année, il pleut, même les années de sécheresse. Tu passes ici, il y a de l'eau à 12 degrés qui te tombe sur la tête. Mais j'ai l'impression de voir des plantes à l'envers. C'est des plantes à l'envers qui viennent chercher le soleil pour la photosynthèse. C'est-à-dire que les racines sont dans la roche et elles sont poussent vers le bas, quoi. Complètement piquées dans le rocher, c'est du calcaire, donc c'est poreux. C'est des capillaires, c'est des petits vaisseaux qu'on a aussi. C'est pour ça qu'on les appelle des capillaires. Donc tu vois, là, c'est un endroit magique. Si tu connais pas, tu t'arrêtes pas, en fait. Tu vas continuer, tu vas passer, tu vas rien voir. Hop. Ça fait combien de temps, Philippe, que tu navigues sur cette rivière? Ça fait 27 ans que je suis sur Saint-Léon-sur-Vézère. Alors toi, tu as un passé même de sportif, hein, Oh oui. sur ces embarcations. Et tu as navigué sur quasiment tous les cours d'eau de France, c'est ça? Alors, il m'en reste encore quelques-uns à faire. Ouais. J'ai navigué sur une centaine de rivières en France. Et voilà. Et du coup, la Vézère, par rapport aux autres, pour toi, c'est quoi? Ben, déjà, je suis originaire d'ici, donc ça me plaît bien. Et puis, pour moi, c'est une des rivières les plus riches de France et des plus sauvages. Tu as un site au kilomètre carré et puis tu es dans la nature en permanence. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès routier. Donc quand tu es parti, ben, c'est de suite l'aventure, quoi. C'est quand même une constante des hommes d'avoir toujours voulu naviguer sur les cours d'eau qui sont à portée. Ben, à une époque, c'était quand même la seule voie de communication au niveau des marchandises. On n'avait pas de route, on n'avait pas trop d'engins pour trimballer des marchandises lourdes. Donc tu fais un bateau sommaire, tu le mets sur la rivière, le courant fait tout le boulot. On transportait 3-4 tonnes de marchandises sur des gabarres qui ne ressemblaient pas aux bateaux qu'on voit maintenant, super jolis et tout, hein. C'était des bateaux sommaires. Je crois qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est quand même particulièrement riche, notamment de ces cours d'eau. On est gâtés, ouais. Il y a la Leyre, la Dour, la Dordogne, la Vézère, l'Isle, la Dronne. Et la Charente. Et la Charente qui commence à se développer pas mal, ouais. Non mais c'est vrai, hein. Et il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Et c'est justement sur les bords de la Charente que j'ai maintenant rendez-vous avec Jean-Jacques pour une balade en gabarre. Ce cours d'eau est depuis l'époque gallo-romaine un axe de transport essentiel. Navigable d'Angoulême jusqu'à l'océan, le fleuve Charente a écrit l'histoire de cette région. Je peux être utile, je peux Ah oui, aider. avec plaisir. C'est comme un vélo, ça tourne, Oui. c'est ça?
Mais un vélo en côte. Ça va? C'est pas électrique, hein, ça a son charme. C'est mieux. C'est mieux. Tu préfères, toi? Ouais, oui. Tradition. Ah, ben c'est super. Quel beau bateau. Comment ça Quel va? beau bateau, ça va bien. Salut Jean-Jacques. Bienvenue. Quelle longueur? 17,50 m. Et c'est dans les gabarres qu'il y avait auparavant sur la Charente, c'est une moyenne de longueur? C'est le bateau parfait. Transport de charge, marchandises, cognac, bien sûr. Cognac, papier, pierre, bois du Limousin, c'est le camion. Jean-Jacques, dis-moi quelques mots sur cette embarcation Renaissance. Quel joli nom, c'est quoi son histoire? Depuis 150 ans, il n'y a plus de gabarre sur la Charente. On peut dire aujourd'hui que ce bateau est un bateau tout à fait proche de la réalité. Il aurait 200 ans. Et en vrai, il a combien? 20 ans l'année prochaine. Ah, quand même. Combien d'heures de travail d'ailleurs pour faire une telle réplique? Ah ben c'est quand même 15 mois de chantier d'insertion. Ça contribue à redonner aux gens une fierté et puis en même temps de re-rentrer dans cette histoire qui avait à un moment donné été mise de côté. Et aujourd'hui, les gens sont heureux de retrouver tout ça. Aujourd'hui, cette gabarre, elle fonctionne avec un moteur, mais à l'époque, il y avait déjà des moteurs, non? Ah non, à l'époque, il y avait au milieu une voile qui était utilisée très peu souvent. Mais c'était surtout des hommes, des femmes qui viennent comme ça, avec une grande corde qu'on appelle une cordelle, une ceinture, et on vient proposer ces services sur une distance de 3, 4, 5, 10 km, hommes, femmes, enfants. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'essayer à nouveau. Personne ne viendrait. À cette époque-là, ça faisait partie de la vie. On arrive à Saint-Simon. C'est ton village, Jean-Jacques. Ouais. On est à mi-chemin entre Cognac Exactement. et Angoulême. Est-ce que c'était un village gabarien important? Ici se plante, on va dire, il y a 1000 ans, 1200 ans, un village. Complètement lié avec le fleuve. L'activité, c'est le fleuve. On vit avec l'eau. Tous ces marins, charpentiers, il ne faut pas l'oublier, ici, il y a des chantiers depuis le XIIe siècle. Ah oui, c'est qu'en plus, il y a des chantiers. On construit les bateaux Absolument, ici. absolument. Depuis dès le XVIIe, XVIIIe, vit une communauté de marins sans équivalence. Il y a plus de marins à Saint-Simon qu'à Angoulême ou Cognac. Ah ouais. C'est un village de 800 habitants. Et aujourd'hui, c'est combien pour la... Ah, 217. Ah oui. Ça fait rêver. Ce fleuve Charente, il est quand même très particulier. En ligne droite, c'est 160 km, mais dans les faits, il fait 380. Bon, c'est à cause de ces méandres, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Le fleuve descend tranquillement, de façon benaise, comme on dit chez nous. Alors, c'est quand même le 5e fleuve par sa longueur au niveau national. Alors, en même temps, on a une grande référence, puisque notre bon roi, François Ier, né à Cognac, aimait à dire que la Charente était le plus beau ruisseau du royaume. Moi, je suis royaliste. Ce qu'a dit François Ier, ça me plaît beaucoup. Merci de ce beau moment. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Parce que redonner de la mémoire à une histoire, c'est aussi honorer tous ceux qui ont construit cette histoire. Bon, ben Eric, on arrive à la fin de la descente, tu vois, petite descente sympathique. Saint-Léon-sur-Vézère, un des plus beaux villages de France. Ben, c'est là où j'habite. Donc niché dans un cingle comme C'est ça, la Vézère, c'est vraiment un grand demi-cercle. On est en plein milieu du demi-cercle. D'ailleurs, pourquoi ce mot? C'est le nom du serpent. Le serpent se déplace en faisant des grands virages. On dit pas Normalement, en méandre, bon ça. français, on devrait dire un méandre.
Philippe, je voulais vraiment te remercier parce que cette descente sur la Vézère a rempli vraiment tous ses objectifs. C'était beau, j'ai vu des endroits incroyables et surtout, je ressors avec l'impression d'avoir vécu un moment très paisible. Je suis bien pour toute la journée. Oui, je pense, ouais, c'est à l'image du Périgord, c'est paisible, hein, normalement ça te détend. Si tu es stressé en arrivant, à la fin, ça va bien. Après, il faut le faire au bon rythme, c'est tout. Hein. C'est l'effet magique de la Vézère. C'est l'effet magique de la Vézère.